Salut et bienvenue sur Anakaland pour cette nouvelle vidéo, analyse et critique de la seconde partie de la saison 3 de The Witcher. Une saison 3 bien décevante quand on la remet en perspective avec ce qu'a pu être la première, on en est très loin, tant sur le respect de l'œuvre originale que sur les constructions des personnages et de l'intrigue, mais surtout concernant le pur plaisir pour le spectateur. Entre une première partie longue et souvent sans intérêt, ou cette fin qui certes remonte un peu le curseur en termes d'action et d'épique, mais ça tient surtout au fait qu'il n'y avait que 3 épisodes. Une partie très laborieuse qui prend vraiment son temps pour nous raconter le périple de Ciri dans le désert. Un désert pas seulement géographique mais aussi scénaristique. Cet épisode aurait pu être facilement réduit de moitié et on aurait tout aussi bien compris. Bref, une saison qui nous aura fait beaucoup voyager à travers le monde de la série et nous a donc enfin fait découvrir une bonne part de cet univers. De plus, les personnages ont enfin tous été introduits, donc l'histoire peut avancer efficacement sans perdre plus de temps à tous les présenter. Donc une deuxième partie de saison bien plus intéressante que les 5 premiers épisodes, je vous renvoie vers ma précédente vidéo si ça vous dit, mais en même temps ce n'était pas très compliqué de faire mieux. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la critique analyse de cette fin de saison, et comme pour la précédente vidéo, abonne-toi et donne-moi ton avis sur cette saison en commentaire. L'un des commentaires sera tiré au sort pour remporter cette belle gravure sur bois offerte par Sinarca. Et c'est parti. Cette seconde partie de saison reprend immédiatement là où on en était à la fin de ce qu'on avait pu découvrir le mois dernier. On retrouve Geralt pour sa conversation annoncée tout en suspense entre lui et Dijkstra après le bal d'Aretuza. On y découvre finalement que l'agitation qui y règne ne vient pas de la trahison de Vilgefortz mais de celle du maître espion et de ses complices. Lui et Philippa ont retourné certains mages pour s'emparer du pouvoir dans la confrérie et effectuer une purge en éliminant les amis de Nilfgaard, complices de Vilgefortz. La production nous offre donc enfin une vraie bataille épique dans cette saison, une bataille entre les mages et les Scoia'tael accompagnés par Cahir. Les sorts et le sang jaillissent de toutes parts, et les elfes vont anéantir les magiciens. Et puis Fringilla est là aussi. Comment, pourquoi, on ne sait pas. On l'avait laissée alcoolique à la taverne, et la voilà de retour aux côtés de son ami elfe et de Nilfgaard. Elle tue même son oncle adoré. La reine des elfes, quant à elle, totalement dévastée et enragée, finit par faire tomber l'anneau de feu, comme teasé dans la bande-annonce. Et la scène est plutôt jolie, les FX et CG sont plutôt beaux, et ça fout un sacré bordel dans le palais de la confrérie. De son côté, Yen quitte les lieux pour chercher Ciri et récupère l'épée de Geralt dans sa fuite. Dans cet épisode, il tente d'amoindrir l'impact de la trahison de Vilgefortz qui sera finalement bien au centre de la série pendant un temps. Vilgefortz et ses complices se font capturer, puis on voit ses acolytes se faire dégommer en quelques secondes seulement. D'abord Lydia, il me semble que c'est bien son nom, la femme sans visage, qui ne dure pas longtemps contre Yen et Triss, ce qui mène ensuite au retour de Rience pour quelques secondes à peine là aussi. Rience n'a même pas une minute d'écran dans cette seconde partie de saison, le tout avec encore un ralenti de badassitude extrême quand Geralt le tue. Donc en à peine un épisode, on en finit avec l'intrigue qui avait pris toute la première partie à être installée, pour enfin se diriger vers la vraie intrigue de la saison, Ciri. Toutefois, malgré l'apparition d'un nouveau monolithe dans la tour, cet ajout de Netflix dans le lore n'est toujours pas vraiment exploité. Il serait temps après les nombreux teasings de la saison précédente et surtout de l'héritage du sang. Pour en finir avec la confrérie des mages, celle-ci est finalement anéantie. Malgré plusieurs survivantes, on regrette déjà Tissaia, la doyenne, qui malgré sa puissance et son sacrifice n'arrive même pas à cramer tous les Scoia'tael, jusqu'à ce que Stregobor arrive au dernier moment pour sauver ce qu'il reste de ses camarades. Le traître devient ainsi le héros d'Aretuza. Aretuza est donc dévasté, un lieu que l'on connaissait déjà, on l'avait découvert en saison 1, puis on l'a revu à son top dans la première partie de la saison 3, et enfin on le voit durant et après la bataille. J'ai trouvé plutôt intéressant ce moyen de rendre palpable un lieu emblématique de l'univers. Ici et ensuite avec la mort de Tissaia, on assiste à la véritable fin de la confrérie. La doyenne a tout perdu et elle fait le pire des choix, pensant probablement se racheter. Mais c'est surtout une fin symbolique pour l'ordre qui n'existera plus tel que le Nord l'avait connu jusqu'à aujourd'hui. Annonçant donc un nouvel ordre, la loge des magiciennes, que Yen fonde avec ses amies survivantes à la bataille. De plus, à la fin de cette bataille, on a enfin une explication à la séance SM de Dijkstra et Philippa dans la première partie, pour permettre une réflexion pas drôle sur son amour pour la douleur alors que tous deux repartent en Redani, la queue entre les jambes. J'ai notamment été très enthousiaste à l'idée du duel entre Ciri et Cahir, le final d'un truc qui a commencé il y a 3 saisons, mais non, il se ratatine en guise de repentance, c'était un peu décevant. Mais pourquoi pas, Cahir n'est plus si méchant, on a assisté à sa rédemption depuis la saison 2. Puis enfin un combat vraiment épique pour Geralt, chose que l'on n'avait pas eu de toute la saison. Le boss final, Vilgefortz, qui l'éclate comme un fétu de paille. Malgré ses efforts, Geralt se fait rouler dessus. J'espère que cela explique le pourquoi ils avaient fait de Geralt un super héros depuis la saison 2, pour le rendre si puissant et inarrêtable à nos yeux, et qu'on soit ainsi encore plus choqué avec ce combat et sa défaite.
Toutefois, vous allez peut-être me dire si je me trompe, mais il me semblait que cette épée, avec cette garde, était celle en argent. Celle notamment que Ciri utilise pour tuer Leshna en première partie. Mais là, Geralt parle bien d'acier. Ce qui est certes plus logique dans le contexte, mais c'est surtout que ça fait un peu trop longtemps qu'on ne voit plus Geralt avec ses 2 épées, mais seulement une. Et ça, c'est vraiment un élément important du personnage, donc pourquoi l'avoir fait disparaître? Et pour en revenir aux fins symboliques, comme pour Aretusa, l'unique épée de Geralt se brise à la fin de son combat contre le mage. Ici, j'y vois plusieurs niveaux de symbolisme. Déjà, le plus évident, cette épée qui se brise représente la chute, la défaite de Geralt. Le personnage échoue lamentablement. Et surtout, pour moi, ça symbolise vraiment la fin de Henry Cavill en Geralt. Il n'est plus le sorceleur surpuissant qu'on a découvert dans la série, ni celui qu'on aimait tant, car le changement est pour très bientôt. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas s'être servi de cet événement pour justifier le changement d'acteur? Il aurait pu finir défiguré avec sa défaite, brûlure ou autre, peu importe, puis une fois remis et avec sa nouvelle tête, Jaskier lui aurait dit qu'il était encore plus beau qu'avant, ou un truc du genre avec son humour légendaire. Et ça aurait pu passer, à peu près. Ou en tout cas, probablement mieux que ce qui nous attend, car avec ces rumeurs de multivers, je crains le pire. Même si la prod se dit très fière de la façon dont le changement va s'effectuer. Peut-être même un peu trop pour être honnête. Mais bref, Geralt, en piteux état, est recueilli par les Dryades, aperçu en saison 1 à Brokilon pour être soigné, sans grand succès. Il est ensuite rejoint par Jaskier dans un beau moment d'émotion et de musique, et bizarrement, dans la VF, il parle de mois de convalescence, alors que clairement peu de temps a passé depuis la fin de la bataille de Thanedd. Puis on retrouve très rapidement Yen à Skellige. Enfin, j'avais hâte de découvrir ce royaume, mais on n'y voit qu'une toute petite auberge. Et dans sa recherche de Ciri, on nous ramène dans la cave aux monstres immondes de la première partie. Un passage peu utile si ce n'est pour justifier le geste de Tissaia qui arrive ensuite. Enfin, Yennefer retrouve Geralt, et elle est la seule à pouvoir le soigner, afin qu'il reparte à la recherche de Ciri, qui serait de retour à Cintra entre les griffes de Vilgefortz et Emhyr. Emhyr qui d'ailleurs ne sert toujours pas à grand chose dans cette saison. On se demande donc pourquoi les auteurs ont décidé de gâcher le plus gros plot twist de la série en fin de saison 2. Ça démolit complètement l'intrigue mise en place avec la fausse Cyrilla, qui est elle aussi de retour en cette fin de saison, alors qu'elle monte sur le trône. La seule question qui reste à élucider est donc de savoir si Emhyr est conscient qu'elle n'est pas sa fille, ou si c'est un plan habile de Vilgefortz et sa phase de monstre pour atteindre son objectif final. Et soyons honnêtes, ça sert surtout de fausse piste que Geralt va suivre jusqu'à Cintra, abandonnant enfin sa neutralité légendaire pour sauver sa fille. Ainsi, il prend parti dans la guerre qui ravage le continent. Et ça promet d'être sanglant, comme l'avait annoncé Jaskier, celui qui le connaît le plus, alors qu'il disait à Radovid que Geralt allait ravager le monde pour récupérer Ciri. Je suis mitigé sur ce plan, je pourrais avoir très hâte de découvrir ça, mais le départ d'Henry Cavill me fait craindre une perte d'intérêt monstrueuse. Qu'en est-il pour vous? Est-ce que vous attendez la saison 4 avec impatience? Je finis donc avec l'arc narratif de Ciri, qui accapare tout l'épisode 7 de la saison, cassant un peu le rythme là encore. Durant la bataille de Thanedd, Ciri a découvert un nouveau monolithe dans la tour de Torlara. Un monolithe qui lui parle et qui la pousse à détruire la tour pour le libérer. Cette déferlante d'énergie la propulse dans ce qui semble, au premier abord, être un autre monde. Mais au final, elle s'est juste téléportée au loin, dans un immense désert, la poêle à frire comme l'appelle Vizimir. Dans ce désert, elle y fera notamment la rencontre d'un licorne mâle avec des énormes balls. Le design de cette licorne est original, on sort un peu du cliché de la licorne à la crinière arc-en-ciel et la corne torsadée. Ici, son appendice frontal ressemble plus à une arme. Mais surtout, c'est quoi cette insistance pour la paire de baloches qui pendouille dans presque chaque plan? Ce lien que va tisser Ciri avec la créature magique est une référence évidente à ses deux parents adoptifs qui ont un lien fort avec ces créatures, surtout si elles sont empaillées et dans une chambre. Toutefois, on ne s'attendrait pas à voir une licorne dans un désert, mais plutôt dans une jolie forêt verdoyante. Ce désert dans lequel on passe un très long moment avec Ciri fait office d'une épreuve de survie, mais encore plus d'une épreuve de l'esprit et de volonté. Celle-ci est constamment mise à l'épreuve, soit par le désert lui-même dans lequel elle se perd et qui la pousse à abandonner tout désir de vivre, soit ensuite avec l'apparition d'un mystérieux personnage féminin. Cette femme semble au premier abord être une alliée pour Ciri, mais très vite on découvre sa véritable identité et ses intentions. Elle n'est autre que Falka, le fléau elfique, que tout le continent craint encore aujourd'hui. Notamment le regretté Stregobor, qui sortait son nom à tout bout de champ, cristallisant sa peur et sa haine envers les elfes. Avec l'arrivée de Falka, on a même droit à un petit passage féministe, quand l'elfe dit à Ciri que les femmes fortes et puissantes sont toujours traitées de folles ou de monstres. Mais au moins pour une fois Netflix n'en fait pas trop à ce sujet. Dans ce désert, les auteurs nous confirment aussi que contrairement à son mentor qui s'est fait botter le cul juste avant, Ciri, elle, est toujours aussi badass et puissante au combat, alors qu'elle affronte une créature géante qui sort du sable. Dans un premier temps, c'est la licorne qui fait le taf avant de se faire empaler, puis Ciri la défonce en quelques coups trop efficaces. Elle risque de vite prendre la grosse tête si elle ne galère plus jamais après si peu d'entraînement. Toutefois, cette victoire a un prix pour une fois, et son ami licorne est gravement blessé.
Mais Ciri lui met un petit tissu sur la blessure, puis tout va bien, la licorne se relève et ils repartent bras dessus, cornes dessous pour enfin quitter ce désert. Un peu trop facile, non? Qu'en pensez-vous? Surtout que finalement, juste après, on voit la licorne épuisée et au bord de la mort à cause du venin du monstre. Quel était l'intérêt de cette scène? À part peut-être nous dire, vous voyez, Ciri est encore gentille et douce, elle soigne le bobo de son nouvel ami. Bref, pas très convaincu par ce passage. Enfin, alors que Ciri est impuissante pour le soigner véritablement, Falka réapparaît et pousse Ciri à puiser son chaos dans le feu, chose à laquelle Yennefer l'avait mise en garde. Mais Ciri n'hésite pas longtemps et réussit à sauver le petit cheval. Suite à ça, alors que Ciri est encore sous l'emprise de ce chaos extraordinaire, Falka la pousse carrément dans le feu. On a là une jolie séquence de flammes en CGI et l'actrice Freya Allan nous offre une performance plutôt crédible et habitée de cette jeune femme consumée par le pouvoir. Mais refusant de sombrer du côté obscur, elle se reprend et renonce à sa magie. À cet instant, on voit les flammes qui la consumaient s'éteindre, mais également celles dans ses yeux. Son regard devient froid, comme si elle avait aussi renoncé à son humanité et ses émotions. Chose qui va ensuite se confirmer alors qu'elle est retrouvée et capturée par des genres de chasseurs de primes. Ce qui, là encore, est un peu facile. Elle errait depuis des jours dans le désert sans croiser personne. Et puis là, quand ce qui devait arriver est arrivé, des types la retrouvent par hasard. Encore un des nombreux raccourcis scénaristiques de la saison. Mais bref, après sa capture, on retrouve donc Ciri, emprisonnée par la bande de mercenaires. Et elle y fait enfin la rencontre des rats. S'ensuit une séquence de combat un peu bordélique, mais pas si mal exécutée, dans laquelle on découvre que les rats sont plus de grands guerriers que de simples hors-la-loi. Et surtout, on a la confirmation que la jeune femme que Ciri avait croisée au marché est bien l'une d'entre eux. Et après ce combat, alors que Ciri est enfin libre, on la voit toujours aussi froide et sans âme. En plus, elle a dû commettre l'irréparable, une chose contre laquelle Geralt l'avait aussi mise en garde. Elle a tué un homme, mais sans sourciller. Son âme s'est-elle donc réellement consumée? Toujours sans émotion, donc, Ciri finit par se présenter sous le nom de Falka. Elle se devait de cacher son identité, mais elle a choisi celle de la femme malfaisante qu'elle a croisée plus tôt, et qui l'a fait glisser vers le côté obscur. Comme une confirmation que Ciri n'est plus vraiment Ciri, et potentiellement le grand antagoniste de la saga. Mais ça, ce sera pour la suite de ses aventures aux côtés des rats notamment. Enfin, j'avoue que cette deuxième partie de saison était bien plus palpitante que le début, avec quelques petits moments d'humour sympas comme par exemple le roi ridicule Vizémir qui fait peindre son portrait, là j'ai souri, ou encore la réflexion de Jaskier sur la mort hypothétique de Geralt. Il était temps que son esprit taquin et ironique soit lui aussi de retour dans la série. Et surtout, ce qui ressort le plus comme étant un ajout intéressant dans la série de Netflix, c'est les enjeux politiques dans l'univers. De même que dans les 5 premiers épisodes, ce côté-là est plus ou moins bien exploré pour plus de profondeur. On retrouve encore les intrigues de cour en Redanie avec la mort du roi et l'avènement de Radovid, enfin, ou encore la réunion entre Émir, Fringilla et la reine des elfes dont j'ai encore oublié le nom. En conclusion, plusieurs éléments reprennent le cours des événements des livres, mais ce gros détour a été quelque peu laborieux. Et pour la suite, pendant que le nouveau Geralt va ravager le continent, Yen va fonder la loge pour combattre Vilgefortz et restaurer le Nord. Et surtout, Ciri va rejoindre les rats dans leurs aventures, regagnant un peu de son humanité. Donc on va rejoindre le spin-off annoncé depuis longtemps maintenant, celui centré sur ce groupe de fripouilles. Voilà, j'espère que cette petite critique-analyse vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me le dire en commentaire avec votre opinion sur cette saison. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air qui fait toujours très plaisir, et surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines sorties sur la chaîne. Sur ce, merci de votre fidélité, et à très vite sur Anakaland. Bye.